Ok, là, ça a enregistré. Quelle heure il est? Ça va, on a 3/4 d'heure, je crois, environ, avec cette Ouais, je session. pense que ça va. En tout cas, moi, j'ai pas beaucoup étudié aujourd'hui, donc j'ai pas beaucoup de questions. Je peux pas poser beaucoup de questions, mais j'ai posé deux, trois questions au niveau des statistiques, et puis tu t'avais dit que tu voulais discuter du sunk cost. Parce que c'est ça que j'ai fait. Du coup, vers 18 heures, je me suis plongé un peu là-dessus, quoi. Ok, ouais. C'est, pour moi, c'est un peu plus facile quand j'ai eu le temps avant de réviser et là, j'ai eu le temps donc je pense que je peux répondre à ça. Il y a juste je vais fermer la télévision. Je sais pas si j'arriverai. Ouais, parce que j'avais la télé qui est allumée. Ah, ok. Du coup, quelqu'un a posé une question sur ouais, le, le sunk cost theory donc c'est le cours de psychologie sociale. C'était le cours sur l'engagement. Euh, et c'est vraiment le tout début Ouais, du cours. ouais, je me souviens. Mais en fait, j'ai découvert, ce qui est incroyable, c'est que c'est très utilisé là vraiment en gestion, en économie. Euh, et apparemment, c'est un truc. Donc, j'ai imprimé le papier. Donc, c'est un homme et une femme qui ont fait cette recherche expérimentale. Et Catherine Blumer et Hal Mhm, Hurst en 85. mhm. Et c'est cité par un des livres de référence là, de Joulet-Beauvois, là, Sous la soumission consentie. Si jamais c'est Ouais. une série de bouquins où il y a une dame qui s'appelle Madame O. Ça se passe dans un pays imaginaire qui s'appelle la Dalmatie. Et c'est très facile à lire, mais ça couvre qu'une toute petite partie du cours. Donc, et en plus, c'est pas, c'est français. C'est C'est fictif, en c'est fait. français. Donc, c'est une approche. Comment? C'est fictif. Ouais, c'est l'histoire d'une dame qui s'appelle Madame O, qui n'existe pas, à qui il arrive plein d'aventures. Et ils utilisent, en fait, ça permet d'illustrer plein de théories de psychologie sociale. Mhm. Mais c'est très français. Donc, euh, voilà. Et ça, par contre, cet article-là qui est américain, ils disent que leur recherche est basée sur un prix Nobel d'économie israélien. C'est un psychologue israélien qui a gagné le prix Nobel en 2002 d'économie, qui s'appelle Daniel Kahneman. Donc, Mhm. je ne sais pas si tu avais déjà entendu, mais ils étaient deux, Non, j'ai pas entendu, non. et l'un des deux est déjà mort, mais l'autre a gagné le prix Nobel. Donc, je savais pas que si tu es psychologue, tu peux gagner un prix Nobel d'économie. Ça, je savais pas. Non Donc, plus. ça m'a donné un peu de motivation. Je me suis dit, ouais, bon, d'accord. J'ai une petite chance d'avoir un prix Nobel. Non, parce qu'il y a pas de prix Nobel de psychologie, je crois. Ouais. Du coup, et puis après, j'ai vu que c'est utilisé beaucoup dans le monde des entreprises. Du Mhm. coup, c'est une question qui intéresse les gens qui veulent éventuellement travailler comme psychologue, comme Mhm. consultant dans des grosses entreprises Ouais. ou pour les gouvernements. C'est utilisé aussi pour des grosses décisions politiques au niveau du gouvernement. Mhm. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas mal en fait. C'est pas mal parce que du coup, Ouais. c'est Ça des te... questions, je sais pas, du coup, tu m'interromps quand tu veux parce que le but, c'est qu'on discute. Ouais, alors moi je me souviens que par rapport au Suncoast, il y avait en tout cas deux expériences qui étaient en lien avec. Je ne saurais pas dire les noms des expérimentateurs malheureusement, mais il y en avait une, c'était dans une école de management business avec des étudiants qui devaient mettre un placement sur un investissement dans, je sais pas en fait, je me souviens plus dans quoi c'était, mais ils avaient deux choix possibles et on leur apprend après, je sais pas, après 6 mois. En fait, je crois que c'est une.
Je crois que c'est un jeu de rôle en fait. Je crois pas vraiment qu'il y a vraiment d'investissement. En fait, c'est juste qu'ils doivent se mettre dans la tête de d'où est-ce qu'ils doivent mettre l'investissement, puis après on leur apprend de lieu que 6 mois plus tard, ça va échouer. Et ensuite, du coup, il y avait deux conditions. Soit c'est une personne qui est externe au groupe, qui n'avait pas pris de décision avant, qui doit faire un choix. Soit c'est une personne qui avait déjà pris un choix avant, qui doit prendre à nouveau un choix. Et on va voir qu'en fait, la persistance, il y a beaucoup plus d'erreurs qui vont être faites, même en sachant en fait qu'il y a beaucoup moins de probabilité que ça réussisse de remettre un investissement dans le même endroit. Les personnes qui ont déjà pris ce choix-là, au lieu en fait de prendre, comment on appelle ça, au lieu de comprendre les erreurs du passé, en fait, va encore plus s'enfoncer dans ces erreurs, contrairement à la personne de la deuxième condition qui n'avait pas pris de choix. Et il y avait une deuxième condition, non, il y avait une deuxième expérience. C'était c'était une expérience où les gens c'était fictif aussi et ils devaient se demander, en gros, il y avait deux choix possibles pour des vacances pour un week-end, quelque chose comme ça. Et il y en avait un qui était bien plus avantageux qu'un autre. Je sais pas comment ils ont fait pour savoir si c'était plus avantageux. Ça, j'en sais rien. Mais par contre, il y en avait un qui coûtait beaucoup plus cher et qui était beaucoup moins avantageux. Et il se trouve qu'en fait, ces deux plans étaient sur le même week-end. Et on voit bien que les personnes, en fait, préfèrent perdre le week-end qui était beaucoup moins cher, mais qui était beaucoup plus avantageux en termes de, je sais pas si c'est des activités, le lieu, plutôt que de prendre celui qui était, ouais, plutôt que de perdre celui qui coûtait beaucoup plus cher en termes. Et, euh, et qu'est-ce qu'on pourrait conclure de ça du coup? Alors, moi, je te Ouais, reprends effectivement juste ok. pour te. Ouais, bon, donc tu connais l'expérience, c'est exactement ça. Euh, donc, c'est la psychologie du choix et de la décision et de la prise de risque. Et c'est basé sur justement le fait que les gens n'aiment pas perdre de l'argent, Ouais, qu'ils aiment bien plutôt gagner de l'argent. Mais aussi que on se demande est-ce que c'est pire pour quelqu'un de perdre beaucoup d'argent? Non, et non, et aussi le fait que si tu perds beaucoup d'argent, parfois même le fait d'en gagner après, je sais pas. Après, tu peux appliquer à ça aussi pour des questions qui sont pas monétaires. Par exemple, si tu pars avec un non, typiquement, si tu dois choisir entre deux mecs, si tu es une nana, tu dois choisir entre deux mecs. Il y a un qui a pas d'argent, l'autre qui a plus d'argent, mais le mec qui a pas d'argent, il a l'air plus sympa. Une fois que tu as choisi, c'est un peu compliqué de revenir en arrière. Et puis, c'est vrai que parfois, tu te dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que j'arrête? Je sais que les Favez, il est thérapeute de couple et le rôle d'un thérapeute de couple, parfois, c'est de dire au couple qu'il faut qu'ils arrêtent. mm, Et c'est la psychologie sociale aussi, la psychologie des relations intimes, ça fait partie aussi de la psychologie sociale, d'étudier l'intimité le mariage. J'ai un bouquin sur le mariage, c'est un psychologue social qui l'a écrit. Voilà, si tu te maries avec quelqu'un, à quoi ça sert? Et puis il y a des gens qui disent, ouais, mais si je divorce, ça va me coûter plus cher. Et puis finalement, il y a vraiment des gens qui se posent cette question-là. Et là, en tout cas, j'ai le texte de. Donc, ouais, tout ça pour dire que si tu investis du temps, ça peut aussi, cet effet de coût perdu peut être utilisé, même s'il n'y a pas vraiment d'argent, mais que tu as investi beaucoup de toi-même. ouais, Ça peut être dans une amitié, dans une relation, ou même dans ou si tu commences du temps, ça peut être du temps. l'investissement de temps que ça peut être des étudiants qui veulent arrêter la psycho, mais disent ouais, mais bon, j'ai déjà fait 6 mois, je vais pas perdre ces 6 mois et tout ça. Donc Ouais, apparemment, ça s'applique à plein de situations sans argent aussi. Et là, dans le cas du trip, c'est un week-end de ski effectivement.
donc de ski. Hein. Ça, il ne le disait pas, mais j'ai vu qu'en fait, à la base, c'est vraiment un week-end de ski. C'est une sorte de package où tu peux partir en vacances. Ah, donc c'est vraiment Euh, vrai, c'est pas fictif. euh, c'est fictif, c'est une histoire. En fait, c'est une Ah toute oui, petite ok. histoire. Malheureusement, c'est pas vrai, mais c'est une toute petite histoire qui est racontée comme ça par les expérimentateurs. Mhm. Ils ont imaginé cette histoire-là pour voir. C'est des étudiants qui ont dû répondre après. Et Ah, ok, après, d'accord. Je pensais que voilà. Et c'était un après, on truc regarde combien a payé. Ouais, combien c'est très simple l'expérience. En fait, on dit aux gens est-ce que vous allez au Wisconsin ou au Michigan Hmm. en sachant qu'ils se sont plantés. La personne, vous découvrez que vous vous êtes planté. C'est-à-dire qu'à la base, il ne fallait pas réserver pour la même date. Donc, c'est basé sur une erreur. C'est basé Oui, sur une oui. erreur de décision. C'est que, ou ça peut être un problème de communication. C'est genre, toi et ton copain, vous êtes pas concerté, vous avez réservé le même week-end, vous avez déjà payé et vous pouvez pas vous faire rembourser, en fait. Mhm. Ouais. Donc, du coup, vous allez dire, bon, ben, on a les deux, qu'est-ce qu'on fait? Toi, tu as acheté un billet pour aller à Verbier, moi à Lézin. On a tout compris, on a l'hôtel et tout, mais du coup, est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on va dans ton endroit ou le mien, vu qu'on a payé? De toute façon, tout est payé. Donc, c'est trop tard, on peut pas se faire rembourser, tout est payé, les frais sont inclus, etc. Il n'y a pas de piège particulier. Plus que ça, simplement, il faut juste choisir. Ouais. Et puis de toute façon, faut pas se lamenter, l'argent a déjà été dépensé. Euh, mais en fait, il y a des gens qui vont vraiment gamberger, ils vont se dire ouais, mais zut. Ouais. Bon, le tout Ouais, c'était moi je sais que l'engagement, c'est un des chapitres qui m'a le parlé le plus, personnellement en tout cas. Je me suis sentie très concernée dans les personnes qui ont été manipulées par elles-mêmes. Ouais, vraiment, je suis vraiment reconnue là-dedans, quoi. ouais. Donc il faut, les gens comprennent pas pourquoi. Mais tu l'as expliqué tout à l'heure, c'est qu'ils se disent, la majorité des gens, ils vont décider d'aller dans le truc plus cher, alors que l'autre est mieux. Alors que s'ils sont tout seuls, c'est pas un couple. La vraie situation n'est pas dans un couple où chacun a des opinions différentes. C'est vraiment une personne qui a, qui sait que l'un des deux est mieux et l'autre est plus cher. Mais bon, c'est un effet statistique. Parce qu'il y a quand même des gens qui sont allés dans l'endroit moins cher. Il y a que 28 personnes. Il y a une différence de 5. Il y a 33 et 28, c'est les résultats. 33 personnes euh, dans Ouais. l'article original, c'est pas les mêmes résultats que. Ah si, si. C'est des pourcentages. Dans les slides, Hmm. il a mis le pourcentage, tandis que dans l'article, il y a le nombre de gens. Donc ça Ouais. change bien. Moi, j'ai le nombre de gens, c'est 28 et 33. La moyenne, c'est 30. Donc ça fait à peu près ça, ouais. On a environ 60 personnes qui ont répondu au questionnaire. Voilà. Et du coup, ça, c'est l'expérience 1. Et puis après, il y a toutes sortes d'explications. Ils expliquent ça avec la théorie justement du prix Nobel qui s'appelle Prospect Theory, la théorie des perspectives en français. Et c'est un truc d'investissement, c'est-à-dire, ça concerne apparemment justement des escalades d'engagement. Des gens, ils se disent, ouais, mais on a dépensé déjà tellement d'argent, on va pas tout arrêter maintenant. Ils continuent à mettre de l'argent dans un truc qui est un puits. On sait un projet qui est un puits vraiment qui dépense beaucoup, beaucoup d'argent. Au lieu de tout arrêter, ils disent non, non, on va continuer à financer ce machin, c'est trop tard pour faire marche arrière. Euh, Même si on peut faire marche arrière. Donc apparemment, ça, voilà. Est-ce que du coup, ce serait peut-être pas euh,
C'est étrange que ce qui est le plus instable, c'est le choix le choix pris par ces personnes, c'est ce qui est le plus instable au lieu de prendre le choix le plus stable. Enfin, est-ce que ce serait pas aussi une préférence pour le statu quo Ouais, je pense. euh, C'est un au niveau biais de la de. personne? C'est-à-dire qu'en fait, il y a une notion quand même de gaspillage et de gâchis. C'est-à-dire que les gens disent, ce serait un épouvantable gaspillage de maintenant, après tous les efforts qu'on a faits, tous les espoirs qu'on a investis dans ce truc-là, de tout arrêter, alors qu'on n'est pas vraiment sûr. Mhm. On n'est pas vraiment sûr que ça va vraiment être un échec. Mais pour l'instant, ça coûte très cher, et on a peu de résultats. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête ou est-ce qu'on continue? Alors, ce projet, alors que tous les indicateurs nous disent que ça nous rapporte pas grand-chose et ça coûte vraiment très cher. Mais on a déjà mis beaucoup, beaucoup d'argent dans ce truc. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête ou est-ce qu'on continue? Mhm. Et c'est de l'argent Est-ce qu'on que pourra pas. Il peut y avoir des retours sur investissement après. C'est possible que tout d'un coup, il y ait un énorme retour sur investissement et qu'on regagne tout, mais c'est très faible comme chance. On ne sait ouais. jamais, mais Ouais, parce qu'ils sont les probabilités aussi, il me semble. hmm. Au moins. Ouais. En tout cas, Euh, ouais. non, 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 ça me faisait penser que j'avais une question la semaine passée, il me semble, sur au niveau de la déviance et la dissonance, et j'ai pas eu le temps de regarder en fait. Est-ce que tu arriverais à me répondre dessus ou bien? Essaye, je sais pas. C'était en gros, c'était la différence entre la déviance et la dissonance, parce que des fois, j'arrive à la voir un peu partout, en fait, dans les deux cas. Et je crois que attends, je reviens dessus. Ah oui, voilà. Explication selon ces deux points de vue. Réactance est égal à la dissonance, point d'interrogation. Ah, sur la réactance. Oui. Ben, c'est toujours la même chose. Moi, je l'ai toujours pas fait, ce truc. En fait, j'ai pas lu, j'ai pas vu j'étais pas là et j'ai pas lu le cours sur. Donc, je peux toujours pas y répondre maintenant. Mais je vais le faire maintenant. Maintenant que tu me dis, je vais le faire ce soir, en fait. Ah, il n'y a pas de souci. C'est juste que je vois qu'il y en a qui sont en rouge. C'est tout. En rouge. Ah oui, et d'ailleurs, je voulais te dire qu'il y avait un problème dans le document parce Ouais. que euh, j'ai l'impression qu'on n'a jamais parlé de l'erreur A non B et tu l'as mis en vert. Donc, si je Oui, regarde je sur. pense que je l'ai mis en vert parce que je sais pas qu'on en a pas parlé, mais c'est parce que j'avais posé la question. Et après, je me suis dit que j'allais le voir dans le développement cognitif. Donc, en fait, Mais c'était toi qui avais c'était posé pour... cette question ou pas? Ouais, c'était moi qui avais posé la question. Ah, ok. Et Tu veux plus en parce que j'ai parler? vu ça à un donné, je l'ai vu à quelque part dans le développement social affectif et je me suis dit non, je vais voir quand je serai en cognitif. Parce que je pense qu'à ce moment-là, il parle justement de l'évolution de cette erreur-là. C'est juste que je m'en souviens pas, mais on peut en parler maintenant, ouais. C'est au niveau des étapes, en fait. C'est comme tu veux. Si tu veux, on C'est peut, pas clair, en fait. Ouais. c'est- on peut, l'erreur A non B, c'est en fait c'est un truc classique de Piaget sur l'existence, la permanence, C'est la un objet, ouais. permanence de l'objet. C'est utilisé en philosophie aussi parce qu'il y a voilà, qu'est-ce qui te dit que toutes les choses que tu ne vois pas, qui sont pas dans ton champ de perception actuelle, existent toujours. Tu le sais, tu sais que tes parents, ils sont toujours là, que la tour Eiffel n'a pas explosé. C'est-à-dire tu sais qu'il y a des choses qui sont toujours là, même si tu les vois pas. Quand tu Ouais. étais petite et que ton père il dit je reviens ce soir, tu savais qu'il allait revenir et puis
même si tu le voyais pas, tu savais qu'il était toujours en vie. Mais Mhm. quand tu le vois pas, quand tu vois pas quelque chose, ils se sont posé la question pour les bébés, quand est-ce qu'ils ont compris qu'un objet existe toujours quand il est plus là? Est-ce que Euh, c'est un lien en fait avec la perception qu'on a de se dissocier de l'environnement aussi? C'est-à-dire de se voir, je sais plus à quel âge, mais déjà quand on est plus jeune, on a quand même une conscience de son corps, même quand on est nouveau-né. Mais je crois qu'il s'appelle ça primaire, mais euh, ouais, j'ai pas posé la question en fait. J'aurais dû poser la question. Je pense que j'ai posé la question. Je me suis posé la question, j'ai pas noté. En tout cas, Parce il y a eu plein de reprises de cette expérience avec Baillargeon. Renée Baillargeon, c'est une Canadienne qui vit aux États-Unis. ouais, Et ça, Fergauve en parle. Mais ouais. elle est vivante, elle travaille aujourd'hui, Madame Baillargeon. Mhm, Et elle fait des expériences de ce genre avec des trucs impossibles. Elle regarde si l'enfant il comprend qu'il y a des choses plausibles ou impossibles. mhm. Et Anombé, c'est-à-dire que l'objet, il est toujours là, mais on regarde si l'enfant le cherche ou pas. Quand il est tout petit, l'enfant, il va pas faire l'effort de chercher un objet que tu lui caches, parce que on ne sait pas pourquoi, mais il accepte que l'objet soit plus là et il va pas se plaindre. Il y a un âge où l'enfant, il va Mhm, se plaindre de l'absence, il va demander où est papa, s'il voit pas papa, pourquoi papa est mhm. pas là, si papa est pas là, etc. Tandis qu'il y a un âge où l'enfant se pose pas la question, en fait. Et il se C'est rend pas, la même pour l'objet en fait. ouais, et ça a été utilisé pour les sujets, en sachant qu'en psychanalyse, une personne peut être un objet, c'est pas grave. Parce qu'il y a des féministes qui disent que la femme n'est pas un objet. Moi, je crois aussi que c'est pas un objet, qu'une femme n'est pas un objet, c'est pas ça. En psychanalyse, on utilise le terme objet comme l'objet du désir, par exemple. Euh, Ah une femme, d'accord. une femme peut être l'objet du désir, mais c'est pas qu'elle c'est une femme objet, c'est simplement qu'elle est l'objet. Donc en clinique, on utilise le terme objet pour des gens, ce qui peut Mhm. choquer certaines personnes, mais c'est pas. C'est juste que Freud et je sais pas, ça vient de l'allemand, je crois. C'était un allemand. Freud, ils ont utilisé tout ce qui n'est pas tout ce qui n'est pas toi, c'est, ça peut être objectifié. Après, l'erreur A non B, elle a utilisé aussi pour la disparition, la permanence d'un sujet aussi. J'ai vu qu'il y a eu il y a eu des gens qui ont étudié justement ça par rapport à l'absence de quelqu'un, justement. Mhm. Parce que la mort aussi, je sais pas si on l'a vu, mais il y a des enfants qui comprennent pas la mort jusqu'à un certain âge. Mhm. C'est la théorie de l'attachement. John Bowlby, Ouais. il a travaillé sur l'attachement avec des orphelins ou des enfants séparés de leur mère dans des orphelinats après, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et son assistante Ainsworth, elle a établi le test de la situation étrange. Ouais. C'est un test clinique pour voir si l'enfant il est bien attaché à sa mère ou pas. Mhm. Il y a quatre résultats possibles de ce test. Il sera soit anxieux évitant ou anxieux attachant, je sais plus. Il y a Mhm. quatre possibilités Ouais, c'est ça. Ouais. pour voir s'il est bien attaché, parce que c'est important d'être bien attaché à ses parents. Après, dans la vie, ça peut vraiment avoir un impact comme, sur en fait. Pour l'apprentissage aussi. Ouais. Ouais. Ok, alors je pense que je vois un peu. Est-ce que je peux te poser des questions de statistiques? Essaye, mais je suis pas sûr de pouvoir répondre. Essaye. Ok. Bah, je sais pas. D'ailleurs, il faut que je regarde ce soir la vidéo que j'avais. Enfin, enfin, c'est le Zoom que j'avais loupé où vous aviez peut-être parlé statistiques avant moi. Euh, j'ai posé comme question. Où est-ce que ça mis?
Ah, voilà, c'est dans le troisième cours où on parle des différentes variables qualitatives, quantitatives, et à ces variables, on attribue des échelles de mesure. Et pour l'échelle de mesure ordinale, on parle d'écarts qui sont normalisés. Non, non normalisés, justement. Alors que c'est une ordinale, en fait. Donc, je voyais pas pourquoi est-ce que, vu que c'est pour moi, en fait, l'ordre, ça correspond à quand même quelque chose qui est normalisé, c'est-à-dire que les écarts sont égaux, en fait, si je devais les représenter. Euh, et apparemment, c'est une échelle qui est normalisée pour les échelles d'intervalle où il y a un zéro relatif. Et alors, j'ai peut-être pas encore lu trop le zéro relatif, mais le zéro relatif, c'est-à-dire que ça commence pas forcément à zéro, il me semble, non? Ouais, alors ça, si tu regardes la vidéo de l'autre jour avec Ouais, Christiana, ouais. on a parlé de ça l'autre jour. Peut-être ça va t'aider. Ah, En gros, en gros, il y a 4 échelles possibles pour les variables. Ouais. ouais. La plus forte, c'est les échelles avec un zéro absolu. Mhm, La moins forte, c'est l'échelle nominale. ouais. La deuxième, c'est ordinale. Et la troisième, c'est échelle d'intervalle à zéro relatif. Ouais. Oui. Euh, et la normalisation, en fait, la normalisation, c'est le score Z, en fait. C'est quand tu prends une variable Mhm. et que tu lui soustrais, que tu, en fait, toute variable quantitative, tu peux la normaliser. En fait, tu peux la centrer et la réduire. Hmm. Toute variable quantitative. C'est-à-dire que si tu as des résultats qui sont sur une certaine échelle, Ouais. tu peux changer d'échelle. Et le résultat, le score Z, il sera entre -3 et 3. Alors que l'échelle de base, si c'est quantitatif, tu peux choisir. Ça peut être de 0 à 1000 ou de 5 à 8 ou de -8 à 2,4 ou tu fais ce que tu veux en fait. C'est toi qui choisis ton échelle, ta manière de compter les choses. Est-ce que c'est le rythme cardiaque? Est-ce que c'est l'intelligence? Ça dépend ce que tu mesures, ça dépend. Est-ce que c'est la fidélité de quelqu'un à un produit? Est-ce qu'il va prendre, est-ce qu'il va toujours manger ce produit ou il va manger d'autres choses? Ouais. Ça dépend ce que tu mesures et après tu peux normaliser. Si tu as réussi à quantifier par une étude et que Ouais. tu as des résultats dans un tableau, tu peux faire la moyenne et tu peux mesurer la variance par rapport à la moyenne des Pour, résultats autour de. pour une quantitative, on parle. Ouais, toujours pour une Ok. quantitative. Parce Pour qu'on une peut pas faire de. qualitative, c'est pas possible de faire de moyenne, non? Pour une quoi? Pour une qualitative, c'est pas possible de faire une moyenne. Alors pour une qualitative, on peut faire quand même beaucoup de choses. Et ça, moi, j'avais jamais fait ça parce que je viens à la Ouais. base d'un monde plutôt d'études de mathématiques, ingénieur. Donc, Oui. je savais pas qu'on pouvait quand même faire plein de choses en ordinal ou en nominal. La modalité, c'est évident, tu peux toujours l'avoir, c'est la valeur la plus fréquente, Mhm. mais pas de moyenne. Non, donc tu peux avoir un mode et tu peux avoir une médiane aussi, je crois, pour ce qui est ordinal. Ah oui, d'accord, je vois. Ça fait sens en fait. Oui, je pense que c'est un mode en fait, plus qu'une Ouais. moyenne. Ouais, Un mode, c'est la valeur la plus fréquente. ok. Que c'est comme la Ouais, mode. alors, Et ouais. aussi, ça vient moi, je pense toujours à la mode. Je me dis, la mode, c'est ce qui marche le mieux. Tout le monde met des jeans. Voilà, c'est ce qui est c'est le pantalon le plus fréquemment utilisé, le jeans. Ah, Parce que c'est pas mal comme, ouais. j'ai pensé à ça. Et ça marche, en fait. C'est à la mode, donc tout le monde fait ça. Et du coup, c'est le mode. C'est le truc qui est le plus utilisé, quoi. Ouais. Donc, c'est ça est-ce qu'il y a une moyenne possible pour une échelle ordinale? Moi, je crois que non. On peut avoir une médiane,
Mhm. C'est-à-dire que une échelle ordinale, du coup, ça veut dire que tu peux classer tes valeurs parce qu'il y a un ordre. Donc, tu peux les classer de manière croissante ou décroissante, mais tu ne sais pas, il n'y a pas de mesure entre. Tu sais juste dans quel ordre on les met, mais tu ne peux pas mesurer plus précisément la distance entre chaque élément. Donc, tu peux dire lequel est le plus fréquent et la médiane. Si tu les classes, après tu prends la moitié, Ouais. tu coupes à la moitié et ça, c'est ta médiane. Mais d'ailleurs, comment ça se fait que pour une quantitative avec un zéro relatif, on arrive à la normaliser? En fait, qu'est-ce qu'on entend par zéro relatif et zéro absolu? Le zéro, alors, le zéro relatif, C'est quoi? C'est sur un axe cartésien qu'on parle d'un zéro relatif ou bien ça veut dire qu'on c'est... peut dire le double. C'est-à-dire que si tu peux penser à la notion de double, c'est important. Par exemple, l'heure, si tu dis noter l'heure d'arrivée de chaque personne, Oui. euh, c'est une échelle, ou bien si tu dis noter après combien de temps les gens, l'heure de départ du meeting, c'était 20h30. Notez-moi Mhm. après combien de temps les gens sont arrivés. Le retard, tu vas pouvoir l'évaluer en disant, bon, celui-là, il a 5 minutes de retard, lui 20 minutes de retard. Celui qui a 20 minutes de retard, il a 4 fois plus de retard que celui qui a 5 minutes de retard. Mais si Ouais. tu dis 20h30, si tu compares 20h30 et 20h40, Mhm. euh, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, euh, du coup, 20h, le fait que ce soit 20h, on s'en fout finalement, parce que ce qui compte, c'est qu'il était en retard. Donc, c'est par rapport à 20h30, relativement à l'heure de départ du meeting, il était en retard. Par exemple, la taille de quelqu'un, la taille, la question, c'est toujours si le zéro a du sens ou pas. Si on dit, en clinique, on va dire, est-ce que vous avez de l'anxiété à cause de votre Ouais. examen? Le mec, il va dire, non, non, j'ai vraiment que un d'anxiété. L'autre, il va dire, Génial. j'ai pas du tout d'anxiété. L'autre, il Ouais. va dire, j'ai 5. Euh, si tu peux dire, si tu peux fixer un zéro, du coup, en tout cas, l'échelle la plus précise, c'est celle où tu as un zéro absolu. Mais c'est-à-dire qu'on commence à... Justement, là, tu parlais de notion de double. Ouais. Et du coup, le zéro absolu, ce serait quoi? Est-ce que tu arrives à me donner un exemple? Oui, le zéro absolu, ben, c'est quand, si tu dis que zéro, c'est l'absence d'anxiété, c'est un zéro absolu, en fait. Ok. Et est-ce qu'on arrive à différencier, je sais même pas, peut-être sur un histogramme, la différence entre... euh, C'est-à-dire qu'il y a des situations où le zéro n'existe pas. Par exemple, si tu travailles à ouais. Genève pour l'usine Caran d'Ache et que tu Mhm. dois mesurer la taille d'un crayon qui sort de l'usine, parce qu'il faut mettre les crayons dans une boîte. C'est-à-dire que Mhm. Caran d'Ache, ils produisent des crayons pour les enfants, les adultes et tout ça. Et on veut juste vérifier que à la sortie de la chaîne, les crayons ont la bonne taille parce qu'il y a une petite variation en millimètres, mais en gros, ils ont tous la même taille. Mhm. Mais c'est vrai qu'à l'utilisation, le crayon, après, il va être plus petit. Mais quand il sort de l'usine, il a toujours plus ou moins cette taille-là. Mhm. Euh, donc, ça n'aurait pas de sens de parler de zéro. Le zéro, on va le faire commencer à la taille du crayon entier. Il y aurait des Mhm. variations moins ou plus autour de cette valeur d'usine qui est, je ne sais pas, là, c'est quoi? C'est environ 15. Là, c'est ouais, 17 centimètres. Donc, on va Ouais. fixer le zéro à 17 centimètres et puis mesurer les variations autour de ce 17 centimètres parce qu'en fait, effectivement, un jour, mais ce sera après la vente du crayon, il va diminuer parce que chaque fois que tu le tailles, il rétrécit un petit peu. Mais c'est après Mhm. la vente, ça. Donc, ça ne concerne plus vraiment l'usine. Ouais. Donc, en fait, ça a pas, on s'en fout vu que c'est des cas qui ne sont pas étudiés,
on va dire le 0, c'est la taille standard qu'on a décidé en réunion qu'on voulait vendre des crayons de cette taille-là. On peut le faire. Il n'y a pas de Mhm. problème. Mais après, on sait qu'il y a toujours des variations parce que les machines, la nature fait que les choses sont pas toujours. Si tu mesures au millimètre près, tu vas voir que les crayons quand même sont pas tous exactement de la même taille. Ouais. Ah, c'est bon, j'ai compris du coup cette notion de zéro relatif et zéro Et, absolu. par exemple, la température, je sais que en science, aujourd'hui, on Ouais. sait qu'il y a une température zéro qui correspond à l'absence de mouvement moléculaire. C'est le zéro, c'est la température la plus basse. On peut pas aller plus bas, en fait. Mais il y a une époque où les enfants, ils croient qu'on peut aller à moins 1000 degrés. Mais en fait, on ne peut pas. On peut pas, je sais plus combien c'est, mais il y a une température qui est le zéro, c'est la température la plus basse. On peut pas aller plus bas. Et ça, c'est les physiciens qui nous ont appris qu'on pouvait pas descendre plus bas que cette température. Ça n'existe pas. Tant qu'on ne savait pas Mais ça, comment est-ce qu'ils ont découvert cette température en fait? Ils l'ont créée en laboratoire ou bien ils l'ont... je crois qu'on peut atteindre en laboratoire cette température. Et ça découle du fait qu'on a compris que la température, en fait, elle est liée à l'agitation moléculaire. Et Ah, que, et que si c'est très agité, plus l'agitation est grande, plus c'est chaud. Et quand il n'y a mhm. plus du tout de mouvement, tu as un zéro absolu. Et donc, c'est pour ça que il y a des échelles différentes selon les pays. Il y a les Fahrenheit, les Celsius. Ouais. Et que elles ont pas, le zéro est au même endroit pour les deux, il me semble. Ouais. Le zéro, c'est le point de congélation de l'eau à une certaine pression atmosphérique. Parce qu'en plus, cette pression, je crois qu'elle peut changer. Ce point peut changer selon la pression atmosphérique. Euh, donc là, c'est un zéro. Le zéro qui a été fixé, c'était le point. Mais ce qui compte pour l'être humain, c'est la température du corps, c'est 37,2, je crois. La température du corps humain en bonne santé, c'est 37,2. Donc, on pourrait, en médecine, utiliser une échelle qui est basée toujours sur le 37,2. Mhm. Et du coup, on dirait, est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes, ça c'est le zéro, le 37,2, c'est que vous n'avez pas de fièvre. Si c'est en dessus de ça, vous avez de la fièvre. Donc, c'est toujours en fait, tu fixes ton zéro où tu veux, mais parfois, tu peux pas avoir un zéro relatif ou absolu. Parfois, Bah tu peux alors, par pas avoir exemple, ouais. pour ce qui est de la température du corps, quand on fait des comparaisons, est-ce qu'on parlerait du coup d'une échelle de rapport ou bien ou c'est un zéro relatif, parce que les échelles de rapport, il me semble, c'est utilisé pour les zéros absolus. Là, en fait, genre, là, ça me confuse énormément, en fait. Ça dépend des exemples, ça dépend qu'est-ce qui est demandé dans l'exercice, en fait. Est-ce que, Ouais. en général, tu dois commencer par poser une hypothèse et ensuite imaginer une expérience qui va réfuter l'hypothèse. Il y a l'hypothèse H0, H1. Mhm. Tu dois définir tes variables indépendantes et dépendantes. Tu dois ensuite définir, tu dois ensuite faire l'expérience Mhm. et soit tu mesures des choses, soit tu fais des questionnaires. Voilà, il y a toutes les méthodologies pour récolter les données. Puis à la fin, tu as des données. Mais avant, en général, l'étape de définir les échelles, c'est quand tu définis tes variables. Et Mhm. quand tu opérationnalises ton hypothèse, c'est que tu définis déjà qu'est-ce que tu vas mesurer, quelles sont tes variables dépendantes et indépendantes et comment on les mesure, en fait. Parce qu'après, tu vas te retrouver avec plein de chiffres et tu peux te planter complètement et donc il faut bien définir les choses à l'avance. Et le plus possible, utiliser des variables quantitatives avec un zéro absolu, je crois, si possible. Ouais. Et ça dépend des exercices, ça dépend des exemples et des Ouais, situations. je pense que ça dépend des. Ok.
Euh, ouais, si c'est le nombre de gens, tu peux pas couper en morceaux parce que les gens sont toujours entiers. Je veux dire, si ouais, après il y a des choses. Si c'est de l'argent, tu peux aller dans le négatif. Si c'est une dette ou pas, si tu acceptes que les gens aient des dettes ou pas, tu peux aller dans le Mhm. négatif. Si dans le cas du sunk cost, ils ont peut-être perdu déjà tellement d'argent que tu Ouais. peux. Ils sont dans le négatif en général. C'est le cas des coûts sunk cost, c'est que des coûts non récupérables. C'est que les gens, quand ils arrivent dans l'expérience, ils ont déjà perdu de l'argent. C'est-à-dire au moment où ils doivent décider où ils partent en vacances, peut-être que s'ils vont dans la station la plus chère, ils vont rencontrer des gens riches qui vont leur prêter de l'argent ou leur donner plus d'opportunités. Donc ce sera plus chiant, mais ils vont rencontrer des gens qui ont plein d'argent et ils se disent bon, ben, au moins, peut-être que comme ça, on va récupérer de l'argent, on va pouvoir ensuite partir en vacances la prochaine fois de nouveau. Ouais, mais je pense que c'est inconscient en fait. Je pense pas que les gens se disent je vais aller dans la station où il y a les riches pour me faire des amis riches. Enfin, la plupart des personnes après. Ouais, je sais pas. Enfin, ça dépend ce que tu aspires aussi, ton aspiration au bonheur, quoi. Ok, je vois. Ouais. Du coup, on a répondu, je crois, à ces deux questions, ou ça ne suffit pas. Oui, oui, non, non, ça suffit. Et puis, je vais de toute façon voir en fait la vidéo avec Christiana. Et puis, si j'ai d'autres questions, bah, j'y mettrai en rouge et puis j'y poserai la prochaine fois. Ouais, Parce que ça sert à rien que je te pose des questions là si ça a déjà été dit dans la vidéo. ouais, ouais, je pense que. Moi, je pense avoir compris ça, mais c'est vrai que ça dépend toujours. C'est mieux d'avoir un exemple concret, genre un exercice à faire. Ouais, j'aimerais bien. Ouais, justement, je vais continuer et j'aimerais bien avoir un exercice concret avec les âges, avec pour pouvoir définir ces variables, définir après les échelles. Mais bon, Ouais, je pense que si tu as la variable, tu as l'échelle. ouais, Il faut toujours se demander est-ce que ça couvre tout, toutes les valeurs ou pas, en fait, je pense. ouais. C'est ça, ça doit couvrir absolument le range, ce qu'on appelle le range. Je sais plus en français, mais l'étendue, ou je sais pas, de la Mhm. variable doit couvrir toutes les situations possibles. Ouais, et puis la précision aussi, elle doit être pas trop précise, sinon ça sert à rien. Puis pas suffisamment précise aussi. Ouais, ouais. Ouais. Et d'ailleurs, en fait, si jamais j'ai commencé à faire, à noter toutes les manœuvres Statistica sur un dossier, c'est les manœuvres que j'ai pris en fait des crash courses et des TD. Et là maintenant, je suis en train de les trier un peu dans l'ordre où elles devraient être mises, c'est-à-dire les tableaux de fréquence avec les tableaux de fréquence, les histogrammes avec les histogrammes. Et je sais pas en fait si toi t'avais déjà fait ça ou bien parce que c'est vrai que j'ai un peu du mal à savoir comment est-ce que je peux y trier. Bon, il y en a Moi, qui c'est facile parce que Probability ouais. Calculator, j'y mets dans un endroit. Tout ce qui a un rapport avec les graphes, j'y mets dans un endroit aussi. Après, je sais pas si je devais trier en tant que thème ou pas, parce que le test de student, par exemple, on le voit plusieurs fois. Donc, tout ce qui a un rapport avec le test de student, au niveau des manœuvres statistiques, j'y mets au même endroit. Mais ça prend du temps, honnêtement. En tout cas, moi, c'est bien de le faire toi-même parce que moi, on m'a envoyé des trucs comme ça. Si jamais il y a d'autres étudiants qui m'ont envoyé des synthèses et je les enverrai au groupe si les gens n'ont pas reçu ça aussi.
Il y a déjà plusieurs personnes qui ont fait ce genre de truc, de résumé statistique, en fait. Ah ouais? Mais c'est mieux de le faire toi-même. Mais si jamais t'as pas envie de le faire, moi, je crois que je Non, non, vais non, pas le faire j'ai moi-même. envie de le faire, mais c'est juste que je sais pas comment trier les informations en fait. Si je dois les trier par TD ou si je dois les trier par, en fonction de la théorie ou en fonction des manœuvres, si ça va tout le temps dans graph ou si ça va tout le temps dans basic statistics. Je sais pas encore. Ouais. Donc je sais pas si t'as des modèles. Je veux bien que tu me les envoies comme ça, j'arrive à voir un peu ce qui me convient. Ben ouais, je peux te les envoyer alors. Ouais. Ok. Et du coup, Moi, c'est demain, c'est quoi comme matière? il me semble, moi, je suis pas sûr de suivre ce que Christiana propose, mais elle proposait le développement de l'enfant, ouais, et clinique, je crois. Ok, alors je pense que je vais faire les derniers cours qui me restent. Parce que j'ai des derniers cours à faire, ouais. Dans clinique et puis comme ça, je finis les deux sujets. Ouais. Ben écoute, c'est bien. Moi, aussi, je vais continuer le développement. Je vais faire là, la réactance, je pense maintenant, et puis le développement demain. Ouais, je dois rattraper des trucs en développement. Le cours de jantage, je dois revoir des trucs. C'est pas si Comment ça se fait que tu as loupé autant de cours en fait? jantage, j'ai jamais rien raté. En clinique et développement, j'ai jamais raté aucun cours, Mhm. sauf le premier cours de Janta où il a raté le zoom, je crois. Il Ah, s'est complètement planté en fait. Il a coupé le zoom lui-même. ah. Donc du coup, j'ai pas pu et ça n'a pas été enregistré ce cours, donc il n'existe pas. Ah, d'accord. Parfois, j'ai dû m'occuper de ma fille ou j'ai dû travailler. J'ai dû travailler, je devais faire j'avais des obligations autres, familiales ou professionnelles. Parce que tu Donc, as un métier à côté là en ce moment. je suis ingénieur. Ouais, ouais, j'ai un bureau d'études d'ingénieur en théorie parce que en ce moment, j'ai aucun, j'ai rien pris du coup comme contrat parce que comme ça, là, je dois me concentrer sur les examens. Donc, je donne des cours Mhm. particuliers aussi à des jeunes, mais j'ai aucun contrat d'ingénieur en ce moment. Mais je peux en commencer à n'importe quand. Du moment que Ah ouais. quelqu'un a besoin de quelque chose, je peux lui faire des logiciels. Je fais des logiciels et des trucs comme ça, des sites web, du consulting, des trucs comme ça sur les nouvelles technologies, Mhm. en informatique, en électronique, en multimédia. Ouais. Pour la télévision, je devais faire une proposition pour la télévision suisse romande, mais c'est tellement compliqué ces trucs, c'est dur. Ça fait déjà très longtemps que je dois le faire, j'ai toujours pas fait, donc Ça te stresse beaucoup? non, ça me stresse pas, mais j'ai pas d'associé, donc je préfère faire la psycho parce qu'au moins il y a plein de gens qui font en même temps que moi et ça me motive. Mhm. Parce qu'être tout seul à son compte, c'est extrêmement dur. C'est extrêmement dur, quoi, vraiment. Donc, Ok, bah alors je vais te laisser bosser sur la réactance. ouais, ouais, je vais faire ça. Je me réjouis. Et, euh, Bah, j'espère que ça faire des sert aux autres comparaisons avec les personnes. films. Ouais, j'espère que ça sert à tout le monde, ce truc. En tout cas, moi, je trouve vraiment bien. Et voilà, si jamais tu veux remettre en question le fonctionnement du groupe de révision,
on- Bah, en fait, il faudrait déjà qu'il y ait des gens qui répondent sur le groupe pour, Moi, j'ai répondu hier très tard parce qu'il y avait une question sur la mémoire. parce qu'il y a pas beaucoup de gens qui parlent sur le groupe et je peux pas. Bah, au moins, on est là. L'important, c'est qu'on soit là, à l'écoute. C'est un peu comme Je suis pas SOS. sûre que tout le monde regarde les vidéos Zoom après. Je suis pas sûr que ce soit vraiment. On va faire un Oscar, je pense, pour ça. Mais comme ça coûte rien, autant le faire. Voilà, et il y a peut-être quelqu'un qui va nous écouter là en ce moment. Ouais, peut-être que quelqu'un dans le groupe va quand même. Non, moi j'ai quand même eu une demande d'accès pour une des premières vidéos que j'avais mis. Hein? Mais j'en Ah, ai moi, eu une. moi, je les regarde moi-même et en fait, je trouve bien de pouvoir revoir ça. Ça me fait marrer. Parfois, j'ai peur, parce qu'on fait des erreurs aussi, on fait tout le temps des erreurs, mais je trouve bien de le faire, en fait, c'est mieux. Ouais. Non, bah alors moi je sais que j'ai une amie qui est sur le groupe qui s'appelle Claudia. Bon, je pense qu'on peut couper l'enregistrement. Du coup, je coupe l'enregistrement, ok, j'arrête Ouais. maintenant.